Les débats avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec aujourd'hui Patricia Balme, bonjour, présidente Bonjour fondatrice de PBcom International, vous êtes communicante. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, bonjour à vous. Valérie. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, bonjour Judith. Bonjour Valérie. Et nous attendons Lamia El Harraj, porte-parole du PS et conseillère de Paris. Peut-être prise dans les embouteillages, non, c'est facile, c'est tellement facile. Bon, je lui redirai directement. On va parler d'Éric Zemmour. A-t-il perdu la présidentielle à cause de Poutine? En tout cas, hier, il était sur BFM et on va revenir sur cette interview. La manifestation du syndicat de police Alliance hier pour protester contre la mise en examen pour homicide volontaire donc d'un policier qui a abattu 2 personnes dans une voiture qui tentait de fuir. Et puis la gauche au centre de l'actualité. Alors cette question, la France est-elle à gauche ou à droite? On voit quand même que Marine Le Pen est arrivée au second tour devant quand même Jean-Luc Mélenchon, et on ne parle que de Jean-Luc Mélenchon en ce moment. On va parler de tous ces sujets avec vous. Commençons peut-être avec vous, Patricia Balme. C'est la prolongation de notre sujet avec Thomas Braille sur les arbres. Alors, il se trouve que pour les Jeux Olympiques, Madame Hidalgo, qui a toujours des idées extraordinaires, dans le vrai sens du mot extraordinaire, a décidé d'abattre des arbres à Paris. Alors, il y a eu des gens qui se sont insurgés contre cela. D'ailleurs, elle s'était dite pendant la campagne écologiste, et on voit son degré d'engagement écologique. Il se trouve que les arbres devaient être abattus au pied de la Tour Eiffel, au Champ de Mars, et devant le tollé général, il y a une pétition. Aujourd'hui, cette pétition est à plus de 100 000 signataires. Je rappelle que Madame Hidalgo n'a obtenu que 23 000 voix à Paris. Donc, ils ont décidé, avec son premier adjoint à l'urbanisme, Emmanuel Grégoire, de rétropédaler. C'est ce qu'ils ont annoncé, mais c'est un faux rétropédalage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit qu'ils n'abattraient pas les arbres centenaires. Alors, il y a du nouveau depuis ce matin, vous savez. Oui. Oui. C'est aucun arbre maintenant. Aucun arbre. Voilà. Ils ont dit aucun arbre. Aucun arbre. Hier, c'était on n'abat pas les arbres centenaires. Mais il se trouve qu'il y a des bâtiments qui vont être construits, notamment pour la bagagerie des Jeux Olympiques, et qui sera construit près, notamment, des arbres du plus bel arbre, et qui va détruire les racines de cet arbre. Donc, cette espèce d'hypocrisie, et vraiment, je pense, et je le dis très fort, je pense que Madame Hidalgo, concernant l'écologie, est une véritable imposture. Alors, demain soir à 18h30, il y a une manifestation au pied donc, de l'emblématique platane de Gustave Eiffel. Et donc, Thomas Braille, d'ailleurs, qui sera présent. Il y aura un certain nombre de spécialistes des arbres qui viendront en parler. Il a fallu tout de même qu'Hugo Clément, journaliste, s'en mêle pour que d'un seul coup, on prenne cela au sérieux. Il y avait quand même cette pétition qui existait. Je voudrais ajouter... mais ça dit aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'un personnage médiatique intervienne pour qu'on se préoccupe et qu'on donne une réponse. Et tant mieux, finalement, s'il a servi à ça. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a des artistes de gauche qui se sont insurgés contre cette idée. Et j'en veux pour preuve Vincent Lindon, qui n'est pas un personnage de droite, qui s'est toujours affiché à gauche, qui déjà a dénoncé les méfaits d'Anne Hidalgo depuis quelques années, et le dernier en date, Guillaume Canet, je ne sais pas s'il est de droite ou de gauche, mais peu importe. Il y a beaucoup de gens qui ont signé. Laurence Parisot aussi, ex-patronne du MEDEF. Absolument, absolument. Lamia El Harraj, vous nous avez rejoint, porte-parole du PS et conseillère de Paris. Cette histoire d'arbre. Écoutez, il y a plusieurs choses dans ce qui a été dit. Tout d'abord, effectivement, il y a un projet de réaménagement du Champ de Mars. Aujourd'hui, le site de la Tour Eiffel est un site qui accueille 20 millions de visiteurs. Et force est de constater qu'il n'est plus adapté à accueillir dans de bonnes conditions cette quantité-là de visiteurs. Donc il y a un projet effectivement de réaménagement. Il y a un projet qui vise à favoriser les mobilités douces, à végétaliser davantage l'espace qui était prévu, qui a été présenté, Pardon, qui a été voté. Vous dites végétaliser quand
Si vous me permettez juste d'aller au bout de mon propos. Et effectivement, il y avait, donc c'est là où j'allais en venir, dans le cadre de ce projet, des abattages d'arbres qui étaient prévus. Il y a eu une mobilisation et le projet est en train d'être revu. La question n'est pas de savoir ce que représente Anne Hidalgo, ce qu'elle ne représente pas. C'est comment est-ce que ce projet est construit dans l'intérêt commun et pour qu'il soit le plus agréable possible pour les visiteurs, pour les Parisiennes et pour les Parisiens, et qu'il soit en capacité d'être représentatif de l'ambition qu'on porte pour Paris. Donc il y a une mobilisation citoyenne, c'est très bien, elle a été entendue pour le coup. Le projet a été entièrement revu, va être représenté, je crois que Emmanuel Grégoire a annoncé cette semaine ou la semaine prochaine, et c'est une très bonne chose. Bah oui, mais dès le départ, je crois que par ailleurs, juste pour réagir aussi là-dessus, cette espèce de petite musique que font monter les uns les autres sur le fait qu'Anne Hidalgo a fait X voix à Paris, enfin, je me permets quand même juste de vous rappeler que la base de la démocratie, c'est qu'il y a des élections qui sont distinctes. Une élection municipale n'est pas une élection présidentielle. Anne Hidalgo a été élue en tant que maire de Paris en 2020, et je crois qu'il est extrêmement dangereux, surtout quand on voit la configuration démocratique actuelle et l'essoufflement démocratique dont personne ne peut se réjouir dans ce pays, de prêter à confusion en disant vu que sur les présidentielles elle n'a pas fait tel ou tel nombre de voix, la légitimité est remise en cause. Non, c'est pas le cas sur les municipales. Enfin, sur les présidentielles, elle a fait 23 000 personnes à Paris. Mais pour les municipales, avec une abstention gigantesque. À ce que vous venez de dire, c'est que Madame Hidalgo, on parle aujourd'hui de cette affaire d'abattage des arbres. Mais moi, je vous parle, et les Parisiens, y compris de gauche, et que je connais, savent qu'elle a détruit Paris. Ah bon ? Paris et Paris. Mais ça, c'est votre avis. Non, madame, ce n'est pas mon avis. Paris, il y a des embouteillages qu'elle a créés. Et on ne va pas rester trop sur Paris, mais c'est vrai que, on peut parler de Paris, mais c'est vrai que les arbres, et on en parlait avec Thomas Braille juste avant, il y a aujourd'hui une mobilisation assez étonnante. D'ailleurs, Thomas Braille, qui défend les arbres, qui s'est accroché au ministère de l'Environnement, a eu un nombre de papiers dans la presse incroyable. Et aujourd'hui, les citoyens n'acceptent plus. Quand vous parlez de replanter des arbres, est-ce que vous êtes allé voir Place du Panthéon ? On a planté, on en avait parlé avec Florence Berthoud, on a planté des liquides en barre. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont des arbres qui peuvent mesurer jusqu'à 10 ou 15 mètres dans des bacs. Ces arbres ne peuvent pas arriver à maturité dans des bacs. Donc on dit qu'on va replanter 200 arbres, mais avant qu'ils arrivent à végétaliser et à être aussi efficaces. C'est tout ça qui ont déjà été. Vous avez raison. Il y a la question de la durée pour permettre à ces arbres de parvenir à un âge et à une taille qui soit acceptable. Mais vous voyez, je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, dans ma circonscription, on a une rue qui est la rue Pierre-Foncin, où on a 2 écoles, une maternelle, une élémentaire, qui a été piétonnisée, donc qui va donner lieu à ce qu'on appelle une rue aux écoles, avec des aménagements dédiés pour les enfants, avec un système de barriérage pour empêcher les scooters de passer et protéger, sécuriser les abords de l'école. Et on y a planté 7 arbres, et effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est des arbres qui sont encore bébés, on va dire, donc très fins, très petits, mais qui à terme viendront à la fois rafraîchir cet espace-là et viendront donner ce sentiment de végétalisation et de vie plus agréable en ville. Oui, il faut le temps de la transition, vous avez tout à fait raison, je vous rejoins. La question de l'abattage des arbres n'est pas tout à fait la même, mais toujours est-il qu'il y a un effort conséquent qui est fait pour aller vers plus d'espaces verts dans une ville aussi dense et aussi dure que Paris. Je comprends tout à fait, j'entends l'indignation et pour le coup, je crois qu'on peut constater qu'elle a été entendue. Mais il a fallu une mobilisation aussi pour ça, et c'est vrai que l'argument qui m'insupporte, et je le dis dans ma commune aussi, j'habite en banlieue parisienne, où d'un seul coup un cèdre tricentenaire va être abattu parce que paraît-il il est malade, sauf qu'on veut construire à côté un immeuble et le maire nous dit mais c'est très dangereux, une branche peut tomber sur des enfants. Il y a toujours cet argument. On a demandé plusieurs examens phytosanitaires et l'arbre est vieillissant mais n'est pas malade au point d'être abattu. Alors, et moi, à Paris, je suis pas une spécialiste, je suis pas du tout une spécialiste de l'arbre. En revanche, je tiens quand même là aussi à dire à tous ceux qui font des procès en permanence au service de la ville de Paris que derrière c'est des agents, c'est des hommes et des femmes qui sont très compétents, qui font partie des techniciens qui permettent l'évaluation des arbres. Ils ont démontré leur incompétence sur Paris. Bon, alors écoutez, vraiment... si vous êtes une spécialiste de l'arbre maintenant, et si vous êtes en capacité... Moi je vous parle des agents de la ville. Et je ne permets pas qu'on remette en cause ni leur probité ni leur intégrité professionnelle. Ce n'est pas qu'ils sont en cause, c'est Madame Hidalgo qui est en cause. Mais on est obligé de marquer une pause, c'est l'heure du journal. Et on se retrouve dans un instant. Les
débat avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi avec Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, et Lamia El Harraj, vous êtes porte-parole du PS et conseillère de Paris. On va revenir sur l'interview d'Éric Zemmour hier soir sur BFM. Que va-t-il faire? Que peut-il faire? Qu'a-t-il envie de faire? Il a expliqué pourquoi il avait perdu la présidentielle. On va y revenir. La manifestation ici hier des policiers. Le problème de la police, est-ce la justice? Et puis la gauche au centre de l'actualité avec une droite totalement inaudible aujourd'hui, et même Marine Le Pen qui a disparu, qui est partie prendre peut-être quelques jours de vacances. On va revenir sur tous ces sujets, mais on débat et on commente vos différents coups de cœur et coups de gueule. Kevin, vous, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. On a appris que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, avait osé dire qu'Hitler avait du sang juif. Enfin, c'est des propos qui sont évidemment complotistes, ce sont des propos antisémites qui ne sont là que pour venir valider une propagande qui n'a ni queue ni tête. Et moi, je ne comprends pas qu'on défende encore Vladimir Poutine, qu'on lui trouve encore des circonstances atténuantes. Au tout début du conflit, je veux bien qu'on essayait de réfléchir, trouver des clés d'explication, est-ce que Poutine s'est senti agressé, etc. Mais au bout de quelques semaines, c'est quelque chose qui n'est plus possible. La vérité, c'est que Vladimir Poutine est un criminel de guerre qui veut anéantir le peuple ukrainien. Déjà, il ne reconnaît évidemment pas la nation ukrainienne puisqu'il parle d'une création artificielle de Lénine. Et surtout, là, on voit bien qu'il ne fait aucune différence entre les cibles militaires et les cibles civiles. Il y a des médecins qui racontent que des femmes ukrainiennes ont été violées, et qu'après avoir été violées, on les a édentées. Donc il y a bien une volonté de détruire. Il y a des médecins qui nous racontent que les femmes doivent subir des reconstructions gynécologiques. Il y a l'utilisation de bombes à sous-bassement, à sous-munitions, dont on sait très bien que ça touche à 97% des civils, des théâtres, des hôpitaux qui sont ciblés. Et moi, je ne comprends pas qu'on ose encore défendre ce type, des gens qui finalement ont eu le cerveau complètement lavé, qui sont obsédés par la virilité de Poutine, qui sont obsédés par les propos d'un Mélenchon ou d'un Éric Zemmour qui ont, je trouve, affaibli le débat public. Et puis même de manière générale, quand on regarde les camps, il y a deux camps qui s'affrontent. C'est un combat civilisationnel avec d'un côté les États-Unis, l'Europe occidentale qui défendent le libre-échange, qui défendent la liberté, la souveraineté des peuples, et de l'autre une Russie autoritaire qui nie tout ça et qui est d'ailleurs soutenue par la Biélorussie, par l'Iran, par la Corée du Nord, par Cuba. Donc à un moment, j'en ai marre de voir sur les réseaux sociaux des complotistes, des gens qui disent n'importe quoi à longueur de temps, et que dès qu'on met en avant le fait que Vladimir Poutine commet des crimes, finalement on est ramené, soit en tous d'échecs, soit évidemment on fait partie du système. Donc à un moment, il y en a marre. Ce que vivent les Ukrainiens, c'est évidemment inadmissible. Il y a un seul agresseur, c'est évidemment Vladimir Poutine, et je crois que certains hommes politiques devraient arrêter de jouer avec ça, parce que ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est juste inadmissible. Quelque chose à ajouter? Non, je suis complètement d'accord. Juste un point qui, me semble-t-il, n'est pas assez souligné, c'est que quand on s'interroge sur ce qui a pu prendre Vladimir Poutine de considérer que l'Ukraine n'était pas un pays, d'une part, et d'autre part que en l'envahissant, il ne rencontrerait pas de résistance, qui est un débat sur ces connexions neuronales et ces réseaux d'information que je n'ai pas les moyens de trancher. Il y a une raison vieille comme le monde qui explique aussi son initiative, c'est l'état de délabrement de l'économie russe. Cet homme qui, au début de sa longue suite de mandats, avait promis monts et merveilles, et notamment de doter la Russie, cet immense pays plein de ressources humaines, minières, enfin riches en tout, et en fait a une économie de pays en voie de développement, c'est-à-dire que ça va mieux quand le pétrole et le gaz sont chers, quand leur prix s'effondre, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Et alors pourquoi je disais vieille comme le monde, parce que c'est assez classique qu'un autocrate incapable d'assurer une prospérité minimale à sa population essaye de lui faire oublier ses malheurs quotidiens en la fédérant contre un ennemi commun, et donc fasse la guerre.
Ouais, Alors moi, Patricia j'ajouterais Ball. juste une chose à ce qui vient d'être dit, et j'adhère complètement à ce que tous les deux vous venez de dire. Pire encore, Vladimir Poutine est en train de marquer au fer rouge sa population. Parce qu'être russe aujourd'hui dans le monde est en train de devenir un poids, et c'est très difficile. Et pour quelqu'un qui, soi-disant, aime son peuple et veut devenir le maître du monde avec un grand peuple, eh bien, il anéantit le fait même d'avoir la nationalité russe. Et marquer au fer rouge sa population, c'est exactement comme au sortir de la guerre. Je veux dire, il n'était pas bon d'être allemand. Mais c'est pareil. Aujourd'hui, il est difficile d'être russe. J'ajoute une toute petite chose technique. Comme tous les grands médias, nous avons des correspondants en Russie. Et c'est très très difficile, quand on est correspondant et qu'on veut le rester, donc rester efficace, de signer soi-même des papiers, par exemple, sur les Russes qui contestent. Pourquoi Parce qu'ils sont virés dans le meilleur des cas. Oui, c'est très compliqué donc pour ça ces ne journalistes. facilite pas la lutte contre la désinformation poutinienne. Lamia, moi je voudrais effectivement rebondir sur ce que vous dites, notamment aujourd'hui c'est la journée de la liberté de la presse. Absolument. Donc c'est tout à fait important de rappeler effectivement qu'une des libertés fondamentales, c'est la liberté de la presse, le droit d'informer de façon pragmatique, d'informer de façon objective. Et là-dessus vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et beaucoup de gens qui prêtent le flanc à ces fausses informations. Et notamment, on l'a vu en Russie, ça a été démontré par un certain nombre de sites qui ont travaillé très sérieusement la question. Les informations qui sont transmises sont totalement erronées. Et on voit bien qu'une des dérives démocratiques possibles, c'est à partir du moment où on n'a plus d'informations qui soient fiables, qui soient sourcées, qui soient documentées, qui sont fournies de façon objective, pragmatique, libre et gratuite à la population. D'où aussi mon attachement fondamental au service public de l'audiovisuel, qu'on doit être en capacité l'écart est un peu périlleux. Laissez-moi terminer. Vous voyez, vous me sautez dessus et j'allais dire, et le fait d'être en capacité, du côté des médias, de garantir cette information transparente, pragmatique, impartiale et de défendre la liberté de la presse. Vous pensez que le service public est impartial? Certains vous il répondront est censé l'être. Il est censé l'être. C'est une grosse Le débat peut se poser en ces termes-là. Simplement, je crois que quoi qu'on pense de la qualité du service public de l'information, et j'aimerais qu'elle soit la plus importante possible, la plus impartiale possible et la plus documentée et objective possible. On doit quand même se rappeler que la proposition qui est posée sur la table aujourd'hui par Emmanuel Macron de supprimer la taxe de l'audiovisuel, elle nous pose quand même question, parce que ce qui se pose derrière, c'est la question du financement. Et là, il y a eu une commission d'enquête parlementaire au Sénat, par ailleurs, je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus pour pas trop dévier. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur la question du regroupement en cours d'un point de vue financier du côté des médias. Ça pose quand même un certain nombre de questions. C'est voilà. C'est un sujet sur lequel on peut revenir. Je vois un tweet de quelqu'un qui dit entendu ce matin sur une radio, Emmanuel Grégoire à propos de la Tour Eiffel, il y a 4 ans quand le projet a été pensé, il n'y avait pas la même sensibilité à propos de l'abattage des arbres. Bon. Voilà, ça méritait d'être dit. Et j'en profite, vous parliez de la journée mondiale de la liberté de la presse. Christine Bouillot, notre correspondante à Toulouse, nous signale l'ouverture de l'exposition de Cabu. 400 dessins qui ont été exposés à Paris. Tout à fait. Voilà, et donc, suite aux attentats du 7 janvier 2015 et qui sont actuellement à Toulouse, effectivement. Et également à Montpellier, cette exposition. Et puis Cabu, me dit-elle, a fait beaucoup de dessins qui parlent de la région. Et il allait tous les ans à Marciac. Et surtout, il était un grand ami de Trenet. Il passait beaucoup de temps dans sa maison de Narbonne. Et si vous êtes à Toulouse, allez voir cette exposition pour comprendre un peu ce dessin de Cabu qui manque. Voilà. Judith, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule et un cri d'alerte. Ouais. Contre la mise en cause de l'avortement. On a appris hier, grâce aux médias américains Politico, que la Cour suprême était sur le point de revenir sur le caractère constitutionnel, si on peut dire, pour les États-Unis, du droit à l'avortement, pour laisser chacun des États américains décider de la législation qu'ils souhaitent. Il y aurait une douzaine d'États déjà prêts à restreindre énormément l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, même pas au cas
que normalement tout le monde s'accorde à reconnaître prioritaires, à savoir viol, inceste et danger vital pour la mère. Alors ça, c'est aux États-Unis. On va voir ce que va décider la Cour suprême, où je rappelle que 6 sièges sont détenus par des juges conservateurs anti-avortement contre 3 pour des juges démocrates pro-avortement. Je pense que la fuite a été faite par l'un de ces juges démocrates qui a dû se dire il faut surtout pas que ça se passe dans le secret des délibérations. En général, c'est comme ça que ça se passe à la C'est la première fois qu'il y a une fuite. C'est la première fois qu'il y a une fuite comme ça. Voilà. Et alors ça, c'est pour les États-Unis. On ne peut pas, nous, en Occident, en Europe, faire grand-chose. En revanche, il se passe en Pologne une chose absolument atroce, c'est que les femmes ukrainiennes dont a parlé Kevin, violées, qui sont réfugiées en Pologne, n'arrivent pas à avoir accès à l'avortement. Et c'est absolument abominé. Et là, pour le coup, on aurait un levier d'action qui est l'aide importante, à peu près un demi-milliard d'euros, que nous, Européens, versons à la Pologne justement pour qu'elle prenne en place ces réfugiés. Alors j'entendais ce matin la commissaire européenne maltaise, dont le nom m'échappe, chargée du dossier, expliquer que c'était pas bien du tout de pas permettre aux femmes violées d'avorter quand elles étaient enceintes, mais il y a un levier efficace, et plutôt que des leçons de morale, à mon avis, il faut taper à la caisse. Oui, absolument. Et en Pologne, il est quasiment interdit. Oui, alors normalement, je vous dis, c'est les les 3 circonstances qui le permettent, c'est mise en danger de la santé de la mère, viol et inceste. C'est terrifiant d'imaginer que les États-Unis reviennent sur ce droit fondamental pour les femmes. Mais c'est déjà le cas au Texas. Oui, il y a certains États où c'est interdit, mais vous avez bien fait de l'évoquer et de le signaler. Lamia El Harraj, vous, c'est un coup de gueule. Oui, moi aussi, c'est un coup de gueule. Décidément, autour de la table aujourd'hui, c'est que des coups de gueule. Moi, je voulais revenir sur la question des manifestations du 1er mai, celle qu'on a connue donc ce dimanche, et qui a à nouveau donné lieu à un certain nombre de débordements, de casses qui sont absolument inacceptables, de violences à l'égard des forces de l'ordre et des pompiers. Je crois qu'on a tous vu autour de la table l'image de cette femme qui tape un pompier de Paris en train d'effectuer la mission pour laquelle il est mandaté, à savoir protéger les biens et les personnes, et donc éteindre en l'occurrence un incendie. Habituellement, la fête des travailleurs et des travailleuses du 1er mai est un moment de manifestation plutôt convivial, plutôt familial. Il y a de ça quelques années, au départ. Depuis quelques années, on assiste à une dérive absolument inacceptable, et ce qu'on constate de fait, c'est une impossibilité aujourd'hui d'exercer ce droit fondamental. On a parlé de la liberté de la presse, mais il y a aussi un autre droit fondamental qui est le droit de manifester. Or, quand on en est empêché, non pas du fait d'une interdiction, mais parce que systématiquement les manifestations dérivent et finissent en bagarre, en casse, c'est absolument inacceptable. Oui. Moi, j'avais pour habitude d'aller à cette manifestation du 1er mai, que j'ai toujours faite en famille. Et cette année, j'ai fait le choix de ne pas y amener mes enfants, parce que j'avais peur de la façon dont ça allait se finir. Et force est de constater que j'avais plutôt raison. Et je crois que là-dessus, il y a plusieurs responsabilités. La première, c'est celle de la préfecture de police de Paris, qui est censée garantir... la première, c'est celle des auteurs des violences. Attendez. La toute première, c'est celle-là. Alors, attendez, si vous me permettez Lamia, vous allez développer dans un instant. Petite pause de pub obligatoire, et on continue tout de suite après. Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Lamia El Harraj, Judith Weintraub, Kevin Bossuet et Patricia Balm. Alors, on continue sur le coup de gueule de Lamia El Harraj à propos de ces violences dans les manifestations. Vous dites aujourd'hui on ne peut plus manifester. Vous aviez commencé, avant que Judith ne veuille vous interrompre, sur la responsabilité du préfet. Alors, c'est pas juste la responsabilité du préfet. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes qui viennent expliquer aujourd'hui ces dérives très graves et inacceptables qui se produisent en manifestation. Et je tiens à le dire, qui ont toujours existé. C'est ce que j'étais en train de dire à Judith Weintraub juste avant la pub. Les casseurs, il y en a toujours eu en manifestation. Pardon, Weintraub, excusez-moi. Les casseurs, il y en a toujours eu en manifestation. La vraie question, c'est comment est-ce qu'ils étaient gérés auparavant. Avant, vous aviez ce qu'on appelle les corps intermédiaires, donc des syndicats, des associations, des partis politiques qui étaient extrêmement forts, avec des
des cortèges organisés, extrêmement organisés, et avec des services d'ordre extrêmement mobilisés. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, et c'est un euphémisme. Vous aviez aussi, du côté de la préfecture de police, en l'occurrence de Paris, une responsabilité qui était celle de l'organisation avec les représentants des manifestants, en tout cas ceux, les légaux, je ne parle pas des casseurs que je mets de côté, pour faire en sorte que le cortège se passe bien. Et aujourd'hui, on a le sentiment d'un espèce de laisser-aller. On a le sentiment aussi que du côté des corps intermédiaires, il y a un effondrement, et c'est ce qu'on peut constater. Un Français sur 10 aujourd'hui simplement est syndiqué. Ça pose quand même question. Et quand on voit le poids électoral des partis dits traditionnels qui ont l'habitude d'organiser de ce type de manifestations, on peut s'interroger. Et évidemment que je condamne les casseurs, quels qu'ils soient, c'est inacceptable. Et il faut le dire, parce que le droit de manifester, il est fondamental pour venir revendiquer, s'opposer, dénoncer une situation, et on a le droit de pouvoir le faire en sécurité. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, mais et ça me met en colère. Moi, je trouve qu'une partie de la gauche et l'extrême gauche ont une responsabilité là-dedans. Parce que quand on sort du second tour, au moment où on a appris qu'Emmanuel Macron a été très largement réélu, et que vous avez des gens de la France insoumise qui contestaient la légitimité du scrutin démocratique, le NPA qui parlait de troisième tour social, la France insoumise qui parlait de quatrième tour social, c'est inacceptable, c'est faire preuve d'irresponsabilité. Ça veut dire quoi finalement? Qu'on remet en cause la légitimité du scrutin et que la démocratie doit se jouer dans la rue. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Et quand j'entends un Jean-Luc Mélenchon qui nous disait il y a quelque temps qu'il fallait désarmer la police, heureusement que la police n'est pas désarmée, puisque vous voyez à quel point cette police est en proie à toute cette racaille, à tous ces black blocs qui font vivre un enfer à tous ceux qui les croisent. Donc à un moment, il faut faire un peu preuve de responsabilité, jouer la démocratie. Et quand je vois aujourd'hui votre parti, madame, le Parti socialiste, se soumettre complètement à la France insoumise, jusqu'à oublier son caractère social-démocrate et son caractère républicain, puisque dans les négociations, je crois qu'il y a même une remise en cause de la loi sur le séparatisme, je trouve ça inacceptable. Vous êtes en train de perdre votre âme sur l'autel de l'électoralisme et vous participez peut-être inconsciemment à tout ce qu'on a vu dans la rue dimanche dernier. Et c'est ça qui est inacceptable. Judith, oui, je suis tout à fait d'accord avec Kevin. Il ne faut pas exonérer de leur responsabilité les élus de gauche ou les partis de gauche qui, à l'instar de Clémentine Autain de la France insoumise, ont dit si les législatives ne se passent pas comme prévu, il faudra aller chercher la victoire dans la rue. C'est tout à fait clair. Là, je cite mot pour mot ce qu'elle a dit. C'était au 4 vérités sur France 2. Il ne faut pas faire comme si ça avait toujours existé. Non, ça n'a pas toujours existé. Ce discours de légitimation de la violence politique, c'est pas des casseurs. Je n'ai pas légitimé, je peux pas vous laisser dire ça. Je n'ai pas légitimé la violence politique. Quand on dit ça a toujours existé, ça n'a pas toujours eu des casseurs en manifestation. Vous dites casseurs pour leur ôter. Je vais vous répondre. Vous dites casseurs pour leur ôter toute dimension politique. Vous avez raison. On peut trouver ça complètement débile, et c'est mon cas, de s'en prendre à un pompier. N'empêche que la femme qui l'a fait, elle estime avoir un message politique. Tout le monde déteste les pompiers. Elle a crié, hurlé. Mais vous avez tout à fait raison. Donc ne dissimulez pas ce côté politique. Et ce côté politique, il se rattache à certains pans du discours d'extrême gauche ou de gauche radicale, comme vous préférez, tenu effectivement par Jean-Luc Mélenchon. Moi, je voudrais vous répondre sur un point précis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le 1er mai 1995, Brahim Bouharam était jeté par des militants d'extrême droite dans la Seine lors des manifestations du 1er mai. Donc oui, vous avez tout à fait raison, ça a toujours existé. Et c'est à la fois des radicaux de l'extrême gauche et des radicaux de l'extrême droite. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un peu trop facile de faire le procès uniquement dans un sens. Si vous aviez parlé de l'extrême gauche, on aurait été ravis de parler de l'extrême droite. Je voudrais quand même revenir sur un point. C'est que l'élection qui a eu lieu, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, puisque tout à l'heure, je vous ai dit exactement la même chose concernant l'élection municipale et la question de la légitimité d'Anne Hidalgo. Jamais vous ne m'entendrez la remettre en cause. C'est absolument pas le débat. Ensuite, qu'on dise qu'il va y avoir une opposition par rapport à un projet qui est porté par Emmanuel Macron, parce qu'on n'est pas d'accord sur la réforme des retraites, parce qu'on n'est pas d'accord sur la casse du système social, parce qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets. Enfin, je veux dire, c'est quand même justement les règles démocratiques de base, c'est avoir le droit d'exprimer cette opposition-là. Et que ensuite, des gens souhaitent pouvoir manifester dans le respect du cadre de la loi et des règles de la démocratie. Moi, ça ne me choque absolument pas. Mais aujourd'hui, ils n'en ont plus la possibilité. Et c'est ça mon coup de gueule. Ils n'en ont plus la possibilité parce que systématiquement, et je le regrette et je le dénonce, les manifestations se terminent mal. C'est inacceptable. Moi, dans le 20e arrondissement, il y a une manifestation il n'y a pas longtemps à Saint-Fargeau. Le quartier a été entièrement ravagé. C'est inacceptable.
inacceptable. On a détruit l'outil de travail de tous les commerçants du quartier Saint-Fargeau sur l'avenue Gambetta, en partant de Porte des Lilas jusqu'à Gambetta. C'est inacceptable. Donc jamais vous ne m'entendrez pardon, je vous donne la parole, mais encore une fois, pour avoir interrogé des policiers hier, justement, il me dit, si on interpelle avant, on se fait allumer. Si on n'interpelle pas, on se fait allumer aussi. Le travail de la police, des policiers, est extrêmement compliqué aussi dans ces manifestations. Mais bien sûr, moi, j'ai pas du tout de vision simpliste des choses. Il y a des gens qui doivent être interdits de manifester ou d'approcher des cadres de manifestation, c'est déjà le cas. Donc il faut des contrôles en amont. Il y a aussi une façon d'organiser les manifestations et les parcours qui doivent être revus. Et enfin, il y a aussi du côté des organisateurs des manifestations une responsabilité qui est la leur. C'est pas vrai de dire que vous avez 500 personnes qui peuvent, ou 5000 personnes qui peuvent librement, individuellement organiser une manifestation. C'est le rôle des syndicats, des associations. Il y a une très grosse responsabilité de la gauche et dans son développement, Kevin Bossuet l'a juste évoqué, c'est l'idée du troisième tour. Madame, dans ce pays, il y a des élections présidentielles à 2 tours. C'est dans la Constitution, décidée par le général de Gaulle, suivi par François Mitterrand. Quand François Mitterrand a été élu par 2 fois, au lendemain de son élection, on n'a jamais parlé d'un 3e tour. Et aujourd'hui, la gauche invente ce nouveau concept. Ce qui veut dire qu'il y aura un 3e tour dans la rue. Et c'est une façon d'attiser les haines et de faire descendre la population dans la rue. Et c'est ce dont je m'insurge contre ce concept inventé par la gauche, que je trouve lamentable et on n'a plus besoin de continuer d'attiser des haines dans ce pays. Elles sont suffisamment élevées. Vous avez tout à fait raison, il faut arrêter d'attiser les haines. Mais vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais en fait, le 3e tour, en l'occurrence, tel qu'il a été conceptualisé sur le plan de la communication, c'est peut-être pas à vous que je vais me permettre de faire la leçon là-dessus, mais simplement, il y a des élections législatives qui ont lieu le 12 et 19 juin. Et en l'occurrence, les élections législatives, c'est l'opportunité de pouvoir envoyer des députés de gauche à l'Assemblée nationale et potentiellement de constituer un contre-pouvoir. Après, que vous ne soyez pas d'accord avec le concept, je dirais, de communication tel qu'il est proposé aujourd'hui aux électeurs. Les législatives, et si on n'est pas content, on va dans la rue. Non, pas du tout. Le 3e tour, tel qu'il est aujourd'hui évoqué, c'est de dire aux gens, ok, Emmanuel Macron, dans le cadre d'un duel face à Marine Le Pen, a été élu président de la République. Pour beaucoup, plus d'un électeur sur 2 a voté pour lui pour faire barrage à l'extrême droite. En revanche, lors des élections législatives le 12 et 19 juin prochain, vous avez la possibilité de voter pour des députés de gauche qui vont aller s'opposer au projet libéral porté par Emmanuel Macron. C'est ça le 3e tour. Vous allez répondre après. C'est bien, on ne respecte pas du tout le programme, mais c'est très bien comme ça, comme d'hab. C'est souvent comme ça ici, mais c'est ce qui est le plus sympa finalement. Allez, à tout de suite. Et nous débattons jusqu'à midi avec Patricia Balme, Kevin Bossuet, Judith Weintraub et Lamia El Harraj. Alors, Kevin Bossuet, nous sommes partis sur les manifestations. Vous voulez réagir à ce que disait Lamia El Harraj? Je voulais réagir parce qu'il y a encore 10 ans, je votais pour le Parti socialiste. C'était un parti que je respectais, un parti qui défendait les valeurs républicaines, qui défendait des valeurs plutôt sociales. Et là, je ne reconnais plus ce parti. Quand on ose entamer des discussions avec un parti qui ose investir quelqu'un comme Taha Bouaf, pour moi, c'est juste pas possible. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes en train de liquider l'héritage du Parti socialiste. Vous êtes en train de tuer quelqu'un comme Jean Jaurès. Et ce que vous êtes en train de faire par pur électoralisme est juste inadmissible. Je veux dire, c'est même pas, on nous parle d'union de la gauche, mais on n'est pas dans l'union de la gauche là. On est dans la soumission de la gauche à l'extrême gauche. L'extrême gauche qui flirte avec le wokisme, l'extrême gauche qui flirte avec l'islamo-gauchisme et l'extrême gauche qui remet en cause la légitimité d'un scrutin et la légitimité de la police républicaine. C'est juste inacceptable. Donc moi je veux bien qu'on sauve des postes, vous allez peut-être sauver quelques postes, sauf qu'à la fin vous êtes en train de tuer votre parti. Et je pense à tous ces électeurs de gauche qui n'ont pas voté pour la France Insoumise, ces 3,5 millions de Français de gauche qui ont une conception républicaine des choses, qui aiment profondément ce pays et qui ne veulent pas se laisser salir par des accords qui sont juste ignobles. C'est ça qui est inacceptable. Et moi, je trouve ça dégueulasse. L'emphase alors, on dévie un peu de sujet. C'est un homme de gauche qui vient de parler, quand même. C'est formidable. C'est un homme de gauche il y a très longtemps, je pense, dans une autre vie. Bon, j'ai un peu dévié, c'est vrai. J'ai gagné en maturité. On a dévié des manifs vers la gauche et cet accord, c'est intéressant. Vous qui êtes au PS. Bien sûr, je vais vous répondre. Moi, ce que je trouve absolument formidable en ce moment, c'est que, je découvre qu'il y a des électeurs du Parti socialiste absolument partout. Je découvre
que tout le monde a envie de nous expliquer comment est-ce qu'il faut reconstruire le Parti Socialiste, alors que tout le monde s'en foutait il y a de ça pas plus qu'un an. Et je découvre que tout le monde pense qu'on est un parti républicain, social-démocrate, qui a un rôle à jouer dans l'avenir de la gauche et de la France. Merci beaucoup, je partage totalement votre avis. Donc voilà, sauf que c'est absolument pas le propos que vous teniez il n'y a pas plus tard que quelques mois. Donc bon, c'est très drôle, mais c'est pas grave. En tout cas, je découvre des électeurs du PS, et ce que je me dis, c'est que du coup, on a encore des gens à aller chercher et à mobiliser. Donc c'est formidable. Mais avec un projet. La réalité, c'est que, le Parti Socialiste, vous avez tout à fait raison, moi je le partage, est un parti républicain, social-démocrate, qui porte un certain nombre de propositions et qui a une histoire, a un passé dont il se targue, dont il se revendique et qui continuera de porter très fièrement. Il ne s'agit absolument pas ni de tuer Jaurès, ni de tuer Léon Blum, simplement de dire comment est-ce qu'on construit cet avenir demain. En s'alliant avec Jean-Luc Mélenchon. Force est de constater qu'aujourd'hui, quand vous faites 1,74% lors des dernières élections présidentielles, quand vous avez aujourd'hui face à vous des électeurs qui vous disent, et moi je les rencontre au quotidien dans ma circonscription, qui me disent, Lamia, on a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle pour une raison très simple, c'est que on veut l'union de la gauche, que nous on en a marre des divisions, que nous on veut porter un projet alternatif à celui d'Emmanuel Macron. Donc soit on se dit qu'on reste dans la trajectoire qui est la nôtre jusqu'à présent et qu'on continue de creuser et qu'on ne porte pas d'alternative. Soit on se dit qu'on essaye de construire, et je veux juste finir, qu'on essaye de construire une alternative en essayant de mettre en commun des projets, des intelligences, et je vous invite vraiment à attendre de voir ce qui va sortir des discussions en termes d'annonces et de programmes. Il ne s'agit ni de soumission, il ne s'agit ni d'effacement, il s'agit de construire une responsabilité dans le cadre du quinquennat qui arrive, avec des gens qui ont envie de travailler autour d'un projet commun. Qui remettent en cause les valeurs républicaines, qui sont dans l'antisionisme, etc. C'est formidable. Judith. En termes électoraux, je pense que ce qui va se passer, parce que tous les électeurs de gauche ne sont pas prêts à vendre leur âme, comme dit à juste titre Kevin Bossuet, pour sauvegarder quelques sièges à l'Assemblée nationale, c'est que l'aile droite de ce qui reste du Parti Socialiste ira chez Emmanuel Macron, et puis l'aile gauche sera absorbée et digérée par la France insoumise. Absolument. Mais en fait, cette évolution n'a pas commencé avec la catastrophe du score d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Rappelez-vous le match Benoît Hamon qui finalement a été investi pour représenter le PS à la présidentielle la dernière fois, et Manuel Valls qui incarnait la gauche républicaine. C'est Benoît Hamon qui l'a gagné. Benoît Hamon qui lui-même a été un républicain et qui a complètement dérivé jusqu'à se perdre dans cette polémique ridicule, rappelez-vous, de contestation d'un reportage sur l'accès des femmes dans certains cafés à Sevran, en disant que finalement c'était pas pire qu'au 19e siècle, où comme chacun sait, il n'y avait pas de femmes dans les cafés en France au 19e siècle, etc., etc. Donc c'est une lente dégénérescence, une lente dérive qui a commencé bien avant cette présidentielle, et qu'on a vu d'ailleurs dans tous les partis sociodémocrates anglo-saxons. Marc Lilla, qui est un auteur américain, raconte très très bien comment la gauche américaine est devenue woke, indigéniste. Enfin, quand on entend Horia Boutelja, ex-porte-parole, en tout cas figure du Parti des indigènes de la République, parler de Jean-Luc Mélenchon comme de sa plus belle prise de guerre, on comprend ce que ça veut dire. On va changer de sujet, je voudrais qu'on parle d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui hier était sur BFM TV, une interview un peu étonnante parce qu'il n'avait pas grand-chose à dire, pas grand-chose à annoncer. On ne sait pas s'il sera candidat ou non aux législatives, mais écoutez ce qu'il disait sur la raison de son échec à la présidentielle. Vous savez, fondamentalement, vous connaissez le mot célèbre de Napoléon, trouvez-moi un général qui a de la chance. Macron a de la chance. Il n'a pas de la chance pour la France, il a de la chance pour lui. Il a eu de la chance. Le Covid, puis Poutine, puis l'Ukraine ont permis qu'il ne fasse pas campagne. Puis l'affrontement avec Marine Le Pen a attendu. Là, il a fait campagne pendant 15 jours. Il a fait campagne pendant 15 jours, évidemment. Mais la victoire lui était acquise d'avance. Comme je l'avais dit il y a 5 ans, comme je l'avais dit il y a 6 mois. Donc, si vous voulez, oui, il a eu de la chance, mais ça fait partie du destin de chacun. Voilà, donc c'est la faute à Poutine. En gros, s'il a perdu, quel avenir pour Éric Zemmour? Est-ce qu'il va se présenter? Il visait 2 circonscriptions, mais visiblement son entourage lui conseille de ne pas y aller.
Éric Zemmour, Patricia ça a Ball. été le phénomène, on peut dire, de cette élection présidentielle. Il est venu de nulle part, mais il est venu quand même d'une notoriété, Le Figaro, ses essais, et voilà. C'était un polémiste. Et puis, tout d'un coup, il a senti que son discours avait pris. Il a mis sur la table un sujet essentiel, il faut le reconnaître, l'immigration. Et ça a marché. Et puis, il a créé un parti et il a vu qu'il y avait des adhérents. Et beaucoup d'adhérents, et plus d'adhérents que chez les Républicains. Et là, il a été gagné par ce que j'appelle l'ivresse du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'était pas loin, il a pensé en tout cas qu'il n'était pas loin du pouvoir, et il a été même ivre de lui-même. Et il a été dans des excès terribles, dans des déclarations. Et je pense que ce qui a inquiété les Français qui souhaitaient voter pour lui, c'est qu'il n'avait non seulement pas l'expérience, mais qu'il avait des dérives qui pouvaient être dangereuses. Et ça a été ça le traits de phénomène caractère Zemmour. dans les sondages, c'était la peur qui l'inspirait. Exactement. Et Mais donc 7%, il a fait peur. c'est tout de Mais il même a une fait claque. quand même plus que Valérie Pécresse. Oui. Donc, Certes. par rapport Oui, mais à bon. Anne Hidalgo, Oui. on n'en parle même Oui. pas. Oui. Mais Après, il y a eu un vote utile. à droite, par il y a eu rapport un à vote Valérie utile. Pécresse, il a quand même fait plus de points. Donc, c'est qu'il est. Et il a senti qu'il était porté par quelque chose. Et malheureusement... Et aujourd'hui, donc après aujourd- avoir tapé sur Marine Le Pen aussi, aujourd'hui, il et n'a pas aujourd'hui, envie il de lui tend la main. perdre. Bah oui. Parce qu'on l'a montré dans l'élection. Il avait envie de gagner dans cette campagne. Et aujourd'hui, c'est peut-être un défaut d'ego ou d'orgueil, mais il n'a pas envie d'être battu à une Deuxième législative fois. après avoir été battu à la présidentielle. Judith, Oui, ce qui est terrible, c'est que le thème de l'immigration et plus largement de l'identité française qu'il a réussi à mettre au cœur du débat, il l'a fait de telle façon qu'il a complètement disparu. Et il a complètement disparu à un moment où il est absolument vital d'en parler. Et de continuer à en parler et de continuer à s'attaquer aux racines du problème. On a vu quel était le vote communautaire en faveur de Jean-Luc Mélenchon. 69% des musulmans, selon un sondage de l'IFOP, disent avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui drague par islamo-gauchisme, par intérêt électoral. Il y a un sondage par religion qui a été fait. C'est déclaratif. Vous avez tout à fait le droit en France, et c'est ce qu'a fait l'IFOP. Si les gens vous disent oui, je suis C'est une musulman, ligne de crête. ça vous choque? D'un point de vue du droit. C'est quand même intéressant. C'est hein. comme les statistiques ethniques, c'est juste interdit, quoi. Donc, Non, c'est Ah pas non, c'est interdit. pas interdit, C'est non. absolument- Non, Mais c'est c'est déclaratif. ça. Non, c'est pas interdit. Elles sont interdites, bien sûr qu'elles ça. sont interdites. D'abord, les statistiques ethniques, oui, mais mais les pas- sondages mais déclaratifs on sont est autorisé. autorisés. Ouais. Sinon, Et donc- ne vous en faites pas, la CNIL aurait protesté. Oui. Et donc, malheureusement, on peut même pas dire qu'Éric Zemmour a réussi à ça. C'est-à-dire qu'il a mis le sujet d'une telle façon au milieu de la table qu'Éric Zemmour parti, il a été Éric Zemmour battu, éliminé, le sujet a été évacué avec lui. C'est une enquête qui a été faite dans la Croix que je vous conseille. Il n'y a pas que les musulmans, il y a les catholiques, il y a le vote catholique. Non, il n'y a pas les juifs, je sais pas Ah, il y a pourquoi. pas les Je sais pas pourquoi, il n'y a pas les Il juifs. y a le vote catholique, effectivement. Et protestant, absolument. Kevin, sur... Oui, bon, alors après, Éric Zemmour a réussi quand même quelque chose d'incroyable, c'est qu'au départ, c'était un journaliste, un chroniqueur, il a réussi à créer un parti qui est aujourd'hui, qui compte aujourd'hui plus de 100 000 membres. C'est quand même pas rien. Il a réussi à imposer quelques thèmes dans le débat public, mais le problème, c'est qu'il s'est vautré tout seul, parce que dans son parti, il y a des gens admirables. Moi, j'aime beaucoup Stanislas Rigaud, j'aime beaucoup Denis Cielik, j'aime beaucoup Diane Ouvry, des gens qui sont vraiment très bien. Mais le problème, c'est que Éric Zemmour a tué tout espoir avec ses excès. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai eu l'impression qu'il s'écartait d'une vision républicaine de l'immigration et de l'intégration. À partir du moment où il dit, même s'il n'a pas dit ça tout à fait, quand on s'appelle Bilal, quand on s'appelle, je sais pas, Karim, finalement, on n'est pas un Français comme les autres. Moi, je trouve ça scandaleux, je trouve ça répugnant. Il fait de l'assignation identitaire, ce qui est précisément le reproche qu'il fait à on ses est adversaires. républicain, on juge quelqu'un à ses actes, Évidemment. on ne juge pas quelqu'un à son qu'il est. patronyme, Et moi, je l'ai bien vu là où j'enseigne, mes élèves ont été scandalisés, Bien sûr, et à bien juste sûr. titre Bien sûr. scandalisés. Quand il met en avant des théories historiques qui ne reposent sur rien, qu'ils sont
tombe dans le négationnisme. Moi, en tant que professeur d'histoire-géographie, ça me pose évidemment problème. Le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il faisait des constats justes, sauf que par ses excès, comme vous l'avez très bien dit Judith, finalement, il a tué les problématiques qu'il a mises en avant, et je trouve ça dommage, c'est un immense gâchis. Lamia ? Moi, pour tout vous dire, franchement, j'en ai pas grand-chose à faire de ce que va devenir Éric Zemmour. Là où je vous rejoins, en revanche, c'est qu'il a fait de l'immigration le thème central de ses batailles, et il était totalement à côté de la plaque des réalités aujourd'hui, de ce que attendent les Français. On parle de pouvoir d'achat, on parle de reste à vivre, on parle de capacité à vivre dignement. Non. En revanche, vous avez utilisé un terme qui, moi, me motive énormément, qui est quelque chose au cœur des préoccupations politiques, je crois qu'on doit avoir, c'est la question des assignations. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il y a une réalité dans ce pays. C'est l'assignation territoriale. C'est l'assignation en fonction de votre couleur de peau. C'est l'assignation en fonction de votre origine supposée. C'est l'assignation en fonction de la famille où vous êtes né. Et notre incapacité aujourd'hui, via la promesse républicaine que je crois vous défendez en tant qu'enseignant, j'ai déjà entendu vos propos sur ce sujet, l'école est censée garantir une forme d'émancipation républicaine. La République, c'est une promesse. Liberté, égalité, fraternité. Et quand on n'est plus en capacité de donner des perspectives dans le cadre de cette promesse républicaine, on est dans une forme d'échec. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de se produire. Je crois qu'il faut qu'on soit en capacité de renouer avec les engagements d'égalité, de liberté, de fraternité et de lutter contre les assignations, et je crois que c'est totalement à l'encontre du projet conservateur et réactionnaire qui était porté par Éric Zemmour. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais quand vous avez dans nos banlieues la France insoumise qui met dans la tête des gens, relayée parfois par des gens qui sont dans des associations, par des gens qui sont dans la religion, et qui racontent à ces gens que finalement le vote pour défendre les musulmans, c'est le vote Mélenchon, moi ça me fait quand même considérablement peur. C'est-à-dire que cette gauche que vous voulez rallier, c'est cette gauche finalement qui essentialise les gens, qui ramène ces gens à leur religion, qui ramène ces gens à leurs origines ethniques. Mais c'est pas ça la République. La République, c'est mettre les religions, mettre les origines ethniques de côté pour faire en sorte qu'il y ait une ascension sociale dans ce pays en fonction de ce que l'on fait et en fonction du mérite. Et je ne retrouve pas ça dans la France insoumise, et c'est pour ça que je suis malade de voir le Parti socialiste se soumettre à ce genre de délire idéologique. Vous venez d'évoquer exactement ce qu'Éric Zemmour a dit lors de son discours au Trocadéro sur l'assimilation. On est pour ou contre Éric Zemmour, on l'apprécie ou pas, mais il a eu les mots justes. Effectivement, aujourd'hui, s'inscrire dans la République française, c'est partager ses valeurs, partager sa culture et respecter les lois républicaines. Et effectivement, il a été excellent, je dois dire, sur le thème de l'assimilation. Et on connaît des communautés qui sont arrivées en France, et je pense aux Portugais, aux Italiens, qui se sont intégrés à la France, qui ont épousé la culture française et qui aiment la France pour ce qu'elle leur donne. Et il y a énormément de musulmans aujourd'hui qui ne souhaitent plus ces dérives et qui souhaitent faire partie intégrante de la République française et qui s'appellent Mohamed ou Leila. Ils ont envie d'être considérés comme des Français. Ils sont français. Et ils sont français. Ouais. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio, et ce thème que je voulais aborder avec vous, on l'a un petit peu évoqué hier avec les négociations qui ont fini par aboutir entre la France insoumise et le PS. On apprend également que le parti elles sont pas encore abouties. Non, c'est les le Verts. Ou alors vous avez Europe Écologie Les Verts. Non, c'est Europe Écologie Les Verts. Je me suis trompée. Et le PC, c'est en cours. Et le PC sur le point d'être finalisé. C'est une dépêche AFP. Validation à 15h normalement sur cet accord. On parle beaucoup de la gauche, de la LFI, de cet accord, mais encore une fois, la France a voté au second tour pour Marine Le Pen. Or, la droite aujourd'hui est totalement inaudible. Et la droite de Marine Le Pen aussi. Pays de droite oui. Alors, vous trouvez que je pose mal le problème? Non, la France est à la droite ou à gauche, c'est ça la question. Je trouve qu'il faut redéfinir droite et gauche. Veut dire droite et gauche. Pour moi, le programme de Marine Le Pen, c'est François Hollande qui l'avait dit d'ailleurs, ressemble à un tract du Parti communiste des années 80. Donc il n'est pas précisément de droite. On n'entend plus, effectivement, mais ça fait un certain temps, les libéraux qui ont complètement été éliminés, laminés. La dimension pro-européenne est
très très vaguement libéral du corps politique français est aujourd'hui incarné par Emmanuel Macron. Oui. Effectivement, les sortants, les républicains, donc de droite, se font tout petit dans l'espoir que leur notoriété personnelle éclipsera la mauvaise image de leur parti et l'échec de Valérie Pécresse. Donc ils se sont carrément mis en disponibilité de ce débat démocratique. Oui, Alors, mais oui. Moi, je Patricia répondrais à votre question précise, la France est-elle de gauche ou de droite? Moi, je dirais que la France et les Français sont en colère. Et c'est ça le sujet. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu la montée des extrêmes, de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. Et c'est cette colère que le président de la République, nouvellement élu, devra apaiser dans les 5 années à venir, et ça va être très difficile. Bon, la droite, comme vous venez de l'évoquer, la droite des Républicains, la droite traditionnelle, qui quand même est née de Jacques Chirac, je veux dire le RPR, puis l'UMP, puis les Républicains, cette droite-là n'existe plus. Mais pourquoi cette droite n'existe plus? Parce qu'elle est allée vers le centre. Et à un moment donné, il était honteux de dire qu'on était de droite dans ce pays. Et c'est ce qui a tué cette droite que l'on a le connue. complexe, l'éternel Mais bien complexe. sûr, et cette rentrée, et qui a fait le lit de l'extrême droite et des extrêmes. Évidemment. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, la France, les Français sont en colère et vont vers les extrêmes par rapport à cette colère. Oui. Bon, moi, ce qui me marque en France, c'est quand même la culture de l'assistanat. C'est que les Français ont toujours tendance à attendre beaucoup trop de l'État et finalement ne pas comprendre qu'ils peuvent réussir et s'en sortir en dehors de l'État par son mérite, par son action individuelle. Et moi, c'est ce qui me marque. Et quand je vois la réussite dans ce pays où le fait de gagner de l'argent, c'est toujours très, très, très mal vu. Les gens sont toujours en train de jalouser au lieu de se demander finalement comment faire la même chose, voire comment faire pour surpasser la personne que l'on jalouse. Donc, d'un point de vue, on peut dire que c'est vraiment une culture un petit peu de gauche. Après, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu la montée de l'immigration, la montée des problèmes liés à l'identité, à l'insécurité. Et forcément, les gens se sont droitisés, pas au niveau économique, mais sur les sujets de société. Et d'ailleurs, il y a une gauche tout à fait respectable qui en avait beaucoup parlé, notamment Laurent Bouvet, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus là, avec cette conceptualisation de insécurité culturelle qui a montré en effet que à certains endroits, les gens n'avaient plus l'impression de vivre comme des Français et d'être en France. Et cette question, faut s'en emparer, parce que pourquoi l'électorat populaire est passé du Parti communiste français finalement à Marine Le Pen? C'est parce que la gauche a toujours nié ces questions qui sont aujourd'hui fondamentales quand on est en banlieue. Et ces questions touchent aussi les gens issus de l'immigration, parce que les premières victimes de cette insécurité, les premières victimes finalement de ce manque de républicanisme dans nos banlieues, c'est ceux qui sont issus de l'immigration qui le vivent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui votent aujourd'hui pour Marine Le Pen. Il faut s'emparer de cette question, parce que à force de laisser ça à la droite ou l'extrême droite, vous en arrivez à faire une alliance finalement avec le diable, c'est-à-dire avec l'extrême gauche. Oui. Lamia? Pardon, je rigole, mais j'aimerais bien qu'on compte le nombre de fois où vous avez parlé du Parti Socialiste, Kevin Bossuet, aujourd'hui, et vraiment, j'en suis ravie. Moi, j'adore le Parti Socialiste. J'en rêve la nuit, vous savez. On en redébat, mais ça se voit. On en redébat quand vous voulez. Mais toujours est-il que cet éventuel accord, puisqu'il n'est pas encore finalisé, remet la gauche au cœur des débats. Et moi, je suis particulièrement choquée quand j'entends Kevin Bossuet nous parler d'assistanat. Il n'y a pas d'assistanat, monsieur, en France. Il y a une chose qui s'appelle les droits sociaux. C'est-à-dire que les gens versent des cotisations sociales pour potentiellement avoir droit à un certain nombre de prestations quand ils en ont besoin. Je vous vois lever les yeux aussi. Les droits et je ne comprends pas. Je pense que mes yeux se retournent. Je trouve ça particulièrement inquiétant, et je crois que c'est à l'origine des colères que vous avez évoquées, et je partage complètement votre point de vue. La question aujourd'hui, c'est pas de droite ou de gauche. Le vrai sujet qu'on a, c'est que les gens sont en colère. Ils sont ivres de rage. Et je vais vous donner un exemple très concret, si vous me permettez. J'étais sur le marché d'Avoue, qui est un marché très populaire vers la porte de Montreuil, dans le 20e arrondissement. J'ai rencontré une dame qui, à force de discussion, m'invite à venir chez elle pour me montrer un certain nombre de papiers. Cette dame, elle a 760 € de retraite par mois. Elle paye 680 € de loyer. Elle a une mutuelle à 120 € par mois. Et elle doit payer 115 € d'énergie. Et quand je lui dis, mais enfin, madame, vous ne vous en sortez pas, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas de quoi manger,
est-ce que vous êtes suivi par un travailleur social? Elle me dit non, je ne veux pas mendier. C'est-à-dire qu'on a réussi à instaurer dans la tête des gens qui vivent avec très peu de revenus, qui sont dans l'assistanat. Or, ce n'est pas vrai. Cette dame, elle a travaillé pendant longtemps. Je peux vous donner l'exemple dans un HLM que je cite souvent d'un ami qui me raconte qu'il y a des jeunes qui sont là du matin au soir et du soir au matin, qui ne travaillent pas, qui dealent à Suresnes, au pied de l'immeuble, au pied des HLM. Rien n'est fait. Le bailleur social ne fait rien. Ce sont des familles, 3 qui foutent le bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne se passe rien. Ces gens-là sont logés et reçoivent des aides et ne travaillent pas. Donc, on ne peut pas prendre un cas. On ne peut pas opposer les choses les unes aux autres. C'est pas ce que je suis en train de dire. Si vous me permettez juste d'aller jusqu'au bout, et justement, j'allais venir à exactement l'exemple que vous êtes en train d'évoquer. À savoir qu'aujourd'hui, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a, je ne sais pas si c'est de l'insécurité, mais en tout cas un sentiment d'insécurité à des endroits de l'insécurité vraiment. Il y a un sentiment aussi d'injustice. C'est-à-dire que quand vous avez en bas de chez vous, années 80. Voilà, exactement. Quand vous avez en bas de chez vous, j'étais pas née en 80. Quand vous avez en bas de chez vous, moi je suis historien, je mettrais plutôt dans les années 70. Quand vous avez en bas de chez vous des jeunes qui effectivement toute la journée génèrent de l'insécurité, vont dealer, vont gêner les riverains qui vivent là, et ben effectivement, vous avez cette insécurité qui est pas acceptable parce qu'on se dit mais c'est pas possible en fait, ces gens-là, ils nous empêchent de vivre. Et là-dessus, il faut qu'on soit en capacité de répondre. Et vous avez raison, les modes de réponse qui sont proposés aujourd'hui ne sont pas adaptés. Et le recueil de ça, c'est le vote extrémiste de droite. Pourquoi ils sont adaptés? Pourquoi Kevin a raison de dire, alors peut-être que le mot effectivement est mal choisi parce qu'il heurte, que le débat ne peut pas se limiter à quel type d'aide on apporte. Je prends un seul exemple, le logement. Le logement, au fil des années, est venu jusqu'à représenter jusqu'à un tiers des ressources d'un foyer. C'est beaucoup trop. Bien sûr. Le débat, malheureusement, et je dirais la même chose du débat lamentable sur le pouvoir d'achat qui a opposé Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours, qui était moi je bloque les prix et toi tu supprimes la TVA. Enfin vraiment le niveau zéro du débat politique, c'est que pour revenir au logement, en matière de logement, c'est pas les aides qui résoudront le problème. C'est le marché du logement qu'il faut totalement réformer dans ce pays, et pas avec les vieilles solutions qui ont toujours prouvé qu'elles ne fonctionnaient pas, de l'encadrement des loyers. Bien sûr. On n'a pas répondu à la juste question. Une chose. Et derrière, il y a quand même la question du consentement à l'impôt qui est au cœur même de la République. À partir du moment où les Français travaillent et ont l'impression de ne plus s'en sortir, de payer beaucoup d'impôts pour des services publics qui fonctionnent très mal et finalement pour des gens qui parfois ne font pas l'effort de s'en sortir, ça pose cette question-là. Et c'est pour ça, encore une fois, que les ouvriers, que les gens qui sont attachés à la valeur travail, qui ont quitté la gauche depuis bien longtemps. Ils sont en colère. C'est une colère assez forte qu'on peut observer. Voilà. Allez, merci à tous les 4. Dans un instant, André Bercoq. Très bonne journée sur Sud Radio.